Pour ce qui est des affaires étrangères, c'est très simple. Cassis prend ses ordres à Jérusalem. Pour ce qui est du Parlement... Nantermo prend ses ordres à Jérusalem. Non, à UN Watch et à l'ambassade d'Israël. Oui, c'est plus limité. Mais il y a eu un sursaut remarquable du Conseil des États sur la poursuite de la moitié. Hein, mais quand même, le signal était quand même positif du fait que la Suisse n'est pas le troisième pays du monde après la Suède et les États-Unis à cesser son soutien à l'UNRWA. Donc là, il y a un sursaut un petit peu inespéré, je dois dire. Surtout que le sursaut était du centre. Ils ne sont pas habitués à avoir des sursauts, le centre. Bah, écoutez, il y a des gens assez brillants au Conseil des États du centre. Il y a des personnalités qui sont remarquables, hein, surtout des femmes d'ailleurs, fribourgeoises. Enfin, bon, ça en fait une. Non, mais il y a pas que. Franchement, il y a eu un très très beau sursaut aussi de la société civile, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de lettres, de pétitions, de pression de la société civile. Et ça, franchement, c'est à l'honneur du Conseil des États. Mais franchement, c'est quand même grave que nous en sommes là. Oui. Quand on parle de sursaut extraordinaire, alors qu'il devrait aller de soi qu'on soutienne une organisation qui est la seule, d'ailleurs, par ailleurs, humanitaire là-bas, et dirigée par un Suisse. Mais enfin, bon. Non, tu as parfaitement raison. Mais... Et là, ça vient. Maintenant, pour ce qui est de la défense, je pense que c'est plus un. Alors, il y a deux éléments. Il y a un biais cognitif, un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, la fascination pour les gens qui ont l'expérience du combat. Parce que nos militaires rêvent à ça, évidemment, et puis il n'y a pas, quoi. C'est pas possible. On est condamné à vivre dans le roman Le désert des Tartares. Ben voilà, parce qu'on est le pays qu'on est. C'est pour ça qu'ils sont attirés par ceux qui ont combattu. Exactement. Fascinés. Donc je pense qu'il y a depuis très longtemps un biais cognitif partout. Au département de la Défense, ça soit au service de renseignement, dans l'armée, à Arma Suisse, RUAC, je suis pas sûr, mais les autres, je suis sûr. Là, il y a de la corruption. Qui fait que on a un préjugé positif par rapport à tout ce qui vient d'Israël. Et puis, en plus de ce biais cognitif, il y a des lobbies de l'armement et de l'intelligence, donc les jouets d'espionnage, qui sont bien organisés, qui sont assez puissants. C'est-à-dire concrètement, est-ce qu'on peut être un peu plus concret sur ces réseaux ? Bah, écoutez, vous savez, en général, quand vous faites des deals à 200-300 millions, vous avez des intermédiaires, vous avez des boîtes de consulting qui sont impliquées dans ce genre de liens, et puis qui se sucrent au passage. Et là, il y en a quelques-unes en Suisse alémanique surtout, qui profitent bien des drones qui ne fonctionnent pas, des systèmes de transmission qui ne fonctionnent non plus pas. Vous avez des noms ? Bah non, je ne veux pas citer des noms. Georges, Martin, vous avez aussi... pas de nom, parce que... Non, mais au niveau, peut-être pas des noms, mais de votre expérience, de cette influence... Bah, je pense que la pire des influences, c'est celle qui est rentrée dans les têtes déjà. C'est comme il disait, le biais cognitif. Par exemple, ça amène ces gens-là à choisir un drone israélien qui est complètement ridicule parce que voilà, il gèle, il correspond pas du tout au climat de la Suisse. On doit faire voler des hélicoptères etc. Et puis ensuite, ils ont aussi choisi, on m'a dit, un nouveau système de radio, donc les transmissions dans l'armée, c'est très important. Et puis on a choisi aussi israélien, mais ils n'ont pas de montagne là-bas, donc il n'y a pas de problème, les ondes vont, mais dès qu'il y a une colline et une montagne, ça passe plus. Donc voilà, c'est aussi encore un exemple de ces... Alors, quand les Israéliens, politiquement, militairement, sont rentrés dans la tête de nos décideurs, qu'ils soient au Parlement, au Conseil fédéral ou ailleurs, tout devient beaucoup plus simple. Et alors après, dans toute la chaîne, ça je peux souligner aussi, il y a des tas de gens qui se graissent la patte, même si, voilà, on peut pas, c'est pas possible de donner des noms. Moi, je les connais pas. Jean-Daniel probablement les connaît. Quelques-uns. Mais ça existe, ça c'est évident. Donc de la corruption, pour être clair. Mais oui, c'est carrément de la corruption. Non, ça c'est pas vraiment de la corruption. C'est de la lubrification. Il y a un vrai travail de conseil. Vous savez, dans tous ces achats il est ironique là. Non, dans tous ces achats d'armement, il y a les montants, les affaires compensatoires, qui sont entre 60 et 100%. Je crois que pour les drones, c'est 100%. Ça veut dire que Elbit
doit trouver ou dépenser 300 millions en Suisse. Qu'on les qui fassent ça, ils sont en Israël. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, là, il y a des consultants qui viennent, qui les aident à se diriger, à prendre les contacts, et puis ils créent une société en Suisse, etc. Donc il y a tout un business là autour qui rapporte beaucoup d'argent. Donc, et qui ont un intérêt à ce que ces flux financiers, donc ces achats d'armement continuent, évidemment. Nous, on ne vend pas d'armement à Israël, en raison de leur violation des droits humains et du fait qu'ils sont en conflit, et la violation des droits internationaux. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait une coopération très étroite entre nos deux armées, pour les raisons dont on a parlé. Mais cet argent tombe quand même, c'est quand même de la corruption quelque part, tombe dans les poches de gens qui ne font rien d'autre que simplement être là parce qu'ils... Non, mais mettre des gens en contact, c'est-à-dire que faire des téléphones. Si c'était en Serbie, je pense qu'on n'hésiterait pas à parler de corruption. Moi, j'irais plus loin que toi, Jean-Noël, effectivement. Moi, je pense que c'est quelque part... enfin, c'est pas sain, voilà, c'est pas sain. Lorsqu'on reçoit des millions, tout simplement parce qu'il faut... une entreprise ou des personnalités suisses pour permettre ces opérations compensatoires, quelque part, c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est comme ça que ça se passe, c'est certain. Et en tout cas, ça a créé certaines affinités avec le gouvernement israélien qui entraînent peut-être une condamnation plus que molle concernant ce qui se passe à Gaza, par exemple, depuis le 7 octobre. Non, mais là, ça c'est autre chose. Vous savez, il n'y a pas de lien. Le Conseil fédéral est organisé de manière extrêmement départementalisée. Donc, ce qui concerne le droit international, c'est au DFAE. Ce qui concerne l'armement, c'est au DDPS. Et il n'y a pas beaucoup de discussions entre les deux. Je vais vous raconter une histoire qui, j'espère, va vous faire sourire. Lorsque j'étais ambassadeur en Israël, à un moment, on apprend, c'était dans les médias, que la Suisse est allée tester les fameux drones au-dessus du Golan, territoire syrien occupé. Alors, évidemment, ça a un peu fait mousser la chose. Et puis, on a reçu un communiqué de presse du DDPS qui disait, on ne peut pas le dire autrement qu'avec l'accent suisse-allemand, parce qu'autrement ça ne passe pas aussi bien. Alors, ceux qui savaient que les drones étaient testés sur le Golan, ils ne savaient pas que le Golan c'est un territoire occupé. Et ceux qui savaient que le Golan c'est un territoire occupé, ils ne savaient pas qu'il y avait les drones qui étaient testés. Alors évidemment, moi je ne savais rien. Moi, je savais que je savais que nous, on avait l'interdiction d'aller au Golan en mission officielle, évidemment. Vous étiez ambassadeur à l'époque en Israël. Oui, j'étais ambassadeur. Puis donc, on voit ça, puis bon j'éclate de rire, évidemment. Et puis ensuite, ils ont sorti ça, puis on éclate encore une deuxième fois de rire. Mais ils ont pris des mesures après, en ceci qu'ils ont obligé Arma Suisse à m'informer chaque fois qu'ils envoyaient une délégation en Israël. Et je vous assure qu'il y en avait énormément. Mais oui. Alors une autre histoire que j'ai vécue personnellement, c'est pas tout à fait lié à Israël, mais enfin c'est un petit peu dans le même ordre d'idées. Vous vous souvenez de Crypto, ces machines avec une porte arrière, etc., dont tout le monde ignorait, sauf ceux qui l'avaient organisé. Et quelques Suisses, Monsieur Williger, qui était chef quand même de l'armée à l'époque, avait été informé qu'il y avait des machines suisses qui se vendaient dans le monde entier. Elles se vendaient parce qu'elles étaient suisses, pour les transmissions de messages cryptés. Et moi, j'étais ambassadeur en Indonésie, et j'ai été souvent avec le représentant de Crypto, j'étais quand même le représentant de la Suisse officielle, dans les ministères indonésiens, pour donner l'assurance avec lui, par ma présence, que c'était des machines au-dessus de tout soupçon. Eh bien, ces machines, quand j'ai appris qu'il y avait ces trous derrière, mais j'étais furieux personnellement. Et on était au bord d'un méga scandale en Suisse. La Rundschau avait fait toute une enquête à la télévision suisse alémanique. Ils étaient venus m'interviewer à Berne. Tout avait été préparé. Ils ont commencé les premières émissions. Et ensuite, le Covid est arrivé. Sauvé par le Covid. Oui, parce que le Parlement fédéral voulait créer une CPE, une commission d'enquête parlementaire. On était sur le point d'en avoir une. Ce qui arrive rarement en Suisse. Et le Covid est arrivé, tout le monde a oublié, et voilà. Et les personnes dont je connais très bien les noms, et toi aussi Jean-Daniel, dont une est chez nous maintenant au département, ces personnes-là, de nouveau, il y a eu l'effet Teflon, voilà, on oublie tout et tout ça. Toujours pas de nom alors?
Bon, il était connu puisqu'il était chef des renseignements à l'époque de Crypto, et puis il est maintenant secrétaire général du département des affaires étrangères. Donc voilà, il n'y a pas de secret. Hein, mais il a eu de la chance. Il a eu de la chance parce que, eh bien, lui aussi, quand il était parmi ceux qui connaissaient, mais qui ont fait comme s'ils ne connaissaient pas. Voilà, ça c'est la manière suisse aussi de régler, comme le Golan et les Drôdes. Oui, oui. Oui, mais enfin, je ne sais pas si on va parler des affaires de corruption au sein du DPS, mais quand on parle de cette espèce d'indolence, de force d'inertie, en disant on cache tout et puis ça va finir par disparaître. On l'a très très bien vu dans l'affaire de corruption à Ruag. Le gars a réussi à détourner 10 millions en vendant des pièces détachées puis en mettant le produit de la vente dans sa poche. Alors déjà, comment on réussit à faire ça? Je ne sais pas, puisque tout ça devrait être contrôlé. Et puis, on découvre ça en 2019. Et puis, c'est en 2025 que ça sort. Et qu'il y a des démissions, etc. Ouais. Je veux dire, il faudrait... Moi, j'ai dit à notre ex-collègue qui est à Genève et qui est la directrice du Centre de Genève pour le contrôle démocratique des forces armées. On a un truc comme ça, justement pour aller apprendre dans le vaste monde comment il faut gérer les forces armées et surtout comment il faut les garder sous un contrôle civil et démocratique. Et je lui ai dit, écoute, ma chère Nathalie Chuard, je lui ai dit, Nathalie, tu devrais... C'est à Berne qu'on a besoin de toi.